Bonsoir, vous êtes très courageux d'être venus parce que ce que vous allez voir, c'est pas beau. Ça fait peur et c'est très angoissant, vraiment. Donc je vous remercie d'être là. Alors je vais quand même me présenter parce que, vu le sujet, c'est important que vous sachiez qui vous parle. J'ai la joie d'être mariée, d'avoir 4 enfants. J'ai fait une formation d'ingénieur et j'ai travaillé pendant 12 ans dans les constructions navales, dans les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. J'ai embarqué sur sous-marins nucléaires. Pourtant, j'ai joué aux poupées quand j'étais petite, je précise, voilà. Et puis après, j'ai travaillé 10 ans dans l'énergie. Et puis, j'ai souhaité arrêter mon activité professionnelle pour différentes raisons. Je m'apprêtais à faire un master pour être directeur d'EHPAD. Et puis, un ami m'a posé un livre sur le gender. Gender, qui es-tu ? Je ne connaissais absolument pas. C'était il y a 3 ans et demi. J'ai lu ce livre, j'ai été bouleversée. Et en creusant un peu sur Internet, j'ai compris que le gender, en fait, était déjà à l'école, l'idéologie du genre, et que le gouvernement en place avait des velléités pour étendre cette diffusion du gender à l'école. Alors là, je me suis dit, non, ça c'est pas possible. On va pas faire ça à des enfants. Ce n'est pas le lieu de l'école, qu'on les laisse tranquilles. Et donc je me suis dit, je vais pas faire ce master, et puis je vais créer quelque chose pour informer les parents, les professeurs, tout un chacun, sur cette idéologie du genre et sur la manière dont elle se diffuse particulièrement à l'école. Pour que chacun, en conscience, puisse dire « oui, je suis d'accord avec ça, non, je ne suis pas d'accord ». Il faut au moins être informé. Depuis le début, donc, nous informons à travers des conférences, à travers un site. Nous sommes plusieurs en France, il y a différents départements qui sont actifs, comme le vôtre. Et depuis le début, nous disons il ne faut pas se mettre en opposition avec l'école. Les professeurs font un travail extraordinaire qui est difficile. Et donc, si jamais les parents sont confrontés à du gender à l'école de leurs enfants, surtout qu'ils en parlent avec bienveillance avec les professeurs. La plupart du temps, c'est qu'ils ne sont pas au courant et qu'ils pensent bien faire en diffusant telle et telle chose que je vais vous montrer. Donc, toujours beaucoup de bienveillance. Depuis le début, nous essayons de montrer des éléments factuels. Moi, j'analyse tous les sites de l'éducation nationale, toutes les vidéos, je les ai vues des dizaines de fois, et on donne des sources. Et à partir de tout ce qu'on a eu, et la remontée des parents, des témoignages de parents, de professeurs depuis 3 ans et demi, on peut témoigner sur notre site, nous avons fait un petit livret de 50 pages, vous pourrez en prendre à la sortie, qui recense des faits réels, des analyses concrètes, sourcées. Et ce livret, nous l'avons envoyé à 50 000 établissements scolaires, donc 85% des établissements en France, sur un an. 3 000 élus, des médecins, des associations, etc. Il y a quelques établissements scolaires qui m'en ont commandé davantage pour distribuer à tous les professeurs. J'ai reçu des mails un peu injurieux, évidemment, sur la boîte mail de Vigigender, me disant « tout ce qu'il y a là-dedans est faux, je vais vous le montrer ». J'attends toujours. Personne ne m'a jamais dit « telle page, il y a quelque chose de faux », auquel cas je l'aurais corrigé. Parce que j'ai fait c'est la 3e édition déjà qu'on a faite. Voilà. Donc on est un peu un lanceur d'alerte en fait. Et je vais faire cette conférence qui est plus une formation, qui va durer 1h30. 1 demi-heure de présentation de l'idéologie du genre. Il faut bien comprendre ses fondements, sinon on ne peut pas comprendre, on ne peut pas voir comment elle se diffuse. Et ensuite 1 heure d'exemples très concrets de sa diffusion dans la société et puis à l'école. Alors le genre, qu'est-ce que c'est ? Le genre, c'est un concept sociologique fondé sur le postulat suivant. L'identité sexuelle masculine et féminine, que certains appellent genre, serait uniquement le résultat d'une construction sociale. Par la culture, l'éducation, les arts, la coutume, la société aurait assigné à l'homme et à la femme des choix de métier, des rôles, des aspirations, des comportements, y compris sexuels. Le corps sexué ne dirait rien de notre personne, de notre identité. Il ne serait qu'un simple objet biologique qui nous permet de vivre, certes, et surtout, qui est une source de plaisir. Les théoriciens du genre postulent que les différences entre les sexes sont construites, certains allant même jusqu'à dire que les différences biologiques sont construites. Judith Butler, qui est une pionnière du genre, philosophe américaine, chevalier des arts et des lettres,
en France en 2015, le corps est lui-même une construction. Par exemple, les théoriciens du genre vont vous dire « c'est parce que les parents offrent des poupées à leurs filles qu'elles sont conditionnées pour s'occuper des enfants et pour choisir les métiers du social, du soin. C'est parce que les parents offrent des épées et des jeux de construction à leurs fils que ceux-ci ont le goût du combat, le désir de protéger les autres et qui choisissent davantage les métiers techniques, ceux qui, d'après eux, sont les plus valorisants. Ou encore, c'est à cause des contes de princes et princesses qui finissent tous par « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants » ou à cause des films où on voit que des couples hommes-femmes que, eh bien, les personnes ont appris le modèle de l'hétérosexualité. Donc les différences auraient été construites par des mâles blancs, hétérosexuels, pour opprimer les femmes et les minorités sexuelles. Et donc selon eux, cette différence des sexes peut et doit être déconstruite. Le genre devient un instrument de lutte pour arriver à l'indifférenciation des sexes et des sexualités. Quels sont les lobbies qui s'appuient sur ce concept ? Il y en a deux, les féministes radicales, qui ne veulent plus aucune différence entre l'homme et la femme dans la société. Les métiers du soin sont, selon elles, dévalorisants par rapport aux métiers davantage choisis par les hommes, les ingénieurs, les banquiers, etc. Plus de différence de rôle. La grossesse est un fardeau dont il faut libérer les femmes. C'est un obstacle à la carrière. Et donc, leur désir, c'est qu'un jour, il y ait enfin l'utérus artificiel. Deuxième lobby, les LGBT, lesbiennes, gays, bi, trans, qui est une minorité militante qui ne représente absolument pas l'avis de la plupart des personnes concernées. Et je vous cite juste Éric Fassin, dans Homme-femme, quelle différence ? Voici ce qu'il dit. Ce qui est en cause, c'est l'hétérosexualité en tant que norme. Il nous faut essayer de penser un monde où l'hétérosexualité ne serait pas normale. Alors, à la question « qui suis-je ?», le concept de genre répond « je suis ce que je veux ». Le sexe biologique, certes, il y a une différence biologique entre l'homme et la femme. Mais pour les théoriciens du genre, cette différence n'a aucune influence sur nos comportements, sur nos aspirations. Aucune. Et donc, pour eux, on pourrait se définir femme, homme, et même autre. Si on ne naît pas femme, pour eux, il n'y a pas de raison qu'on le devienne finalement. Hein. Donc effectivement, si tout est construit, on peut devenir autre. Donc c'est ce qu'on appelle l'identité de genre. Dans une vision plus extrême du genre, c'est parce que l'identité de genre est encore trop binaire, elle fait encore trop référence au sexe finalement. Hein. Homme-femme, bon, autre, mais... Dans une vision plus extrême, notre genre serait finalement notre orientation sexuelle. Nos attirances sexuelles, nos pratiques sexuelles. On dira... un homosexuel, un hétérosexuel, un bisexuel, un asexuel, etc. Faisant croire que c'est notre identité. Et donc, ce qui devient notre identité, ce qui fait notre identité, c'est plus notre sexe, c'est notre genre, et donc soit homme, femme, autre, ou notre orientation sexuelle, voilà, il y a plusieurs courants. Et ce genre donne des droits, c'est ce qu'on appelle les droits LGBT. Mais nos désirs, nos actes ne peuvent pas nous donner des droits. C'est une dégradation de la personne humaine. Dans le premier cas, l'identité de genre, alors c'est vrai qu'il y a des personnes, une personne qui naît avec un corps féminin et qui ne se sent pas bien dans ce corps et qui a l'impression qu'elle est un homme, Donc c'est des personnes qu'on appelle transsexuelles. Eh bien, depuis la loi justice du XXIe siècle de novembre dernier, pour changer de sexe à l'état civil, avoir sur votre carte d'identité donc homme alors que vous êtes une femme, eh bien vous n'avez plus besoin d'avoir subi une opération chirurgicale irréversible. Avant, c'était obligatoire. Donc aujourd'hui, si les personnes de votre entourage effectivement confirment que vous apparaissez comme un homme alors que vous avez un corps de femme, mais vous apparaissez comme un homme, même vous avez peut-être pris des traitements hormonaux pour avoir une barbe, vous avez enlevé votre poitrine, etc., eh bien vous pourrez avoir sur votre carte d'identité sexe homme, masculin. Ça pose quand même la question du corps. Un homme qui se dit femme
Pourra-t-il, par exemple, aller être éducateur dans un camp de jeunes filles l'été? Dans quelle toilette il va aller? Voilà. Ça pose la question du corps. Ces personnes sont en souffrance, évidemment. Il faut les accompagner. Et donc, dans la loi, maintenant, on ne parle plus d'identité sexuelle. Donc, avant, ils étaient obligés de changer d'organes génitaux, on va dire, parce que leur sexe reste le sexe d'origine, puisque toutes les cellules sont sexuées. Et ces personnes sont... Donc, avant, on parlait d'identité sexuelle dans la loi. Maintenant, la loi parle d'identité de genre. Deuxième vision du genre, donc notre orientation sexuelle. Quelle qu'en soit la cause, nos désirs sexuels et nos comportements ne peuvent pas fonder notre identité, ne peuvent pas nous donner des droits. Thérèse Argot, philosophe et sexologue, dit « Chaque fois qu'un individu est réduit à ses tendances sexuelles, c'est sa dignité de personne humaine qui est atteinte. » Alors on va dire les homosexuels ont droit au mariage comme les hétérosexuels. Mais ce ne sont pas des personnes hétérosexuelles qui avaient droit au mariage avant la loi Taubira. C'était les hommes et les femmes. Tout le monde avait le droit de se marier. Le mariage était déjà pour tous. Sauf qu'on n'est plus dans une société d'hommes et de femmes. Nous sommes rentrés avec la loi Taubira dans une société d'hétérosexuels, d'homosexuels, bisexuels, etc. Donc le concept de genre est un concept qui est défini par une théorie, ce que je viens de vous décrire. C'est la théorie du genre. C'est une idéologie car c'est une théorie qui nie les réalités qui s'y opposent. Normalement, une théorie est confirmée par le réel. Eh bien, les théoriciens du genre réfutent tout contre-argument, y compris les études scientifiques qui toutes contredisent cette théorie. Ils disent qu'elles sont de piètre qualité. Si vous n'êtes pas d'accord, les théoriciens du genre vous diront que cela prouve que vous êtes formaté par les fameux stéréotypes sexués, que ce que vous croyez être le bon sens, en fait, est un formatage de votre esprit. Et donc que leur théorie est confirmée. Donc, au moindre désaccord exprimé, vous êtes immédiatement qualifié d'homophobe, de rétrograde, d'ultra-conservateur, d'extrémiste, d'intégriste. C'est le couperet qui tombe. En fait, ce sont des méthodes de fascistes pour faire peur aux gens qui n'osent plus rien dire et qui finiront par accepter. Ben oui, finalement, c'est normal. J'ai été à un colloque au planning familial en octobre 2014, après que les ABCD de l'égalité ont été abandonnés. Et l'intervenante se désolait, je cite, « qu'on n'éduque pas assez à l'école à l'égalité des sexes et des sexualités ». Elle dit « le masculin et le féminin sont des normes. Ces normes sont toujours instituées par la société. Les normes entravent la liberté. Il n'y a pas de nature qui détermine quoi que ce soit. La famille est sexiste parce qu'elle ne nourrit pas pareil les garçons et les filles. Elle ne console pas pareil les garçons et les filles. Elle n'allaite pas, la femme n'allaite pas pareil les garçons et les filles. » Voilà ce que j'ai entendu. Alors je pose une question comme ça, je dis, je ne comprends pas quand même, il y a quand même la testostérone qui est quand même 7 à 8 fois plus élevée chez l'homme que chez la femme. Et on sait bien que la testostérone a des influences sur le comportement. Alors là, une des intervenantes me dit, sans répondre à ma question, elle va complètement sur autre chose, elle me dit « Ah, moi j'ai une amie qui a fait des études et tout ça, et elle a montré qu'en fait, si les femmes sont plus petites que les hommes, c'est parce que depuis la nuit des temps, on les nourrit moins que les hommes. » Voilà. Donc si vous voulez, vous ne pouvez pas discuter avec eux, c'est-à-dire qu'ils toujours ils vont vous dire que c'est une construction et qu'on a fait telle et telle chose, et qui explique que même physiquement, les différences physiques sont le résultat, c'est ce que je vous ai dit au départ, d'une construction sociale, c'est-à-dire d'un traitement différent entre le garçon et la fille. Alors en fait, le concept de genre est une grande machine de guerre contre l'hétérosexualité. Le genre exècre le désir entre un homme et une femme. Nicole Mosconi, qui était celle qui était au planning familial, dit « L'hétérosexualité n'est pas plus naturelle que l'homosexualité. C'est une norme historiquement créée par la société et à transformer pour accueillir toutes les formes de sexualité. » Alors, si vous rétorquez que quand même, il faut un homme et une femme pour faire un enfant, les pro-genres vous diront non, il faut 2 gamètes.
l'union sexuelle de l'homme et de la femme n'a pas de signification. Elle est totalement secondaire, voire inutile. Les enfants, ça se fabrique. Et donc les progenres réduisent la sexualité à sa dimension de plaisir, en occultant les deux autres dimensions que sont l'union et la procréation. Et donc le genre est l'arme de la guerre mondiale contre la famille, comme l'a dit le pape en Géorgie récemment. Nous sommes en guerre mondiale, il y a une guerre mondiale aujourd'hui contre la famille par l'idéologie du genre qui se diffuse dans le monde entier, notamment à travers l'ONU. Le genre vise à affranchir l'homme du donné naturel, de ce corps qu'il a reçu, qui l'empêcherait d'être vraiment libre, d'être ce qu'il veut, d'être le possesseur de sa propre nature, de la dominer au lieu d'en prendre soin. La prochaine étape, c'est le transhumanisme. L'homme se fera lui-même. Alors notre seul espoir, c'est que précisément, il y a un donné naturel. Que nous ne sommes pas que culture. On peut chasser la nature, elle revient au galop. Mais en attendant que cette idéologie périclite, comme toute idéologie, elle aura fait des ravages énormes, surtout sur les enfants et les jeunes, et donc les adultes de demain. Alors aujourd'hui, l'idéologie du genre est accueillie massivement, avec le même aveuglement naïf avec lequel les grandes idéologies du XXe siècle le furent en leur temps. Car comme toute idéologie, elle se diffuse sous des atours très attrayants. Les trois atours sont les suivants. L'égalité homme-femme. On est tous d'accord. Les hommes et les femmes sont égaux en dignité et donc en droit. La lutte contre l'homophobie. Évidemment, on ne peut pas avoir des paroles agressives envers des personnes, ni discriminer des personnes en raison de leur attirance pour les personnes de même sexe. Évidemment. La lutte contre les stéréotypes. Bien sûr qu'il y a des clichés qu'il est souhaitable de ne pas promouvoir. Dire les garçons sont agités, les filles sont nulles en maths, le foot c'est que pour les garçons et la femme fait la cuisine, évidemment c'est débile. Bien entendu que les garçons peuvent jouer aux poupées et les filles aux petites voitures, aux jeux d'épée. Ce n'est pas le sujet. La lutte contre les stéréotypes sexués dont il s'agit va beaucoup plus loin. C'est en réalité toute pensée de la différence des sexes, métier, comportement, goût, qui est requalifiée de stéréotypes sexués ou de genre et tombe sous le coup de l'accusation de sexisme. Si un homme est galant, il est sexiste. Si on dit de une femme qu'elle est séduisante, c'est sexiste. Si on dit qu'il est plus naturel à la femme de s'occuper des enfants, c'est sexiste. On ne peut plus dire que l'homme et la femme sont égaux et différents. Et en fait, on exacerbe, ce faisant, la lutte des sexes, car les différences de l'autre sexe sont vues comme des stéréotypes à abattre et non comme des différences qui peuvent nous enrichir. Il y a juste un domaine complètement stéréotypé qui échappe à la lutte, c'est celui de la pornographie, qui véhicule une image de la femme objet à disposition de l'homme sans aucune relation affective. Les films porno sont en accès libre pour les jeunes et pourtant on ne lutte pas contre, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Comment penser que ces images qui marqueront à jamais la mémoire des jeunes n'affecteront pas leur capacité à aimer véritablement ? Aujourd'hui, 36% des adolescents de 10 à 14 ans regardent des films pornographiques. 22% des enfants de moins de 10 ans. Donc, derrière cette belle vitrine consensuelle, qu'est-ce qui est en fait recherché ? C'est donc l'indifférenciation de l'homme et de la femme dans toute la société. L'hypersexualisation précoce, variée, évolutive. Quel est le lien entre le gender et l'hypersexualisation ? Eh bien, dans le gender, le corps ne dit rien de nous. C'est comme un objet extérieur à nous, une source de plaisir. Donc c'est un objet pour jouir. La seule limite, c'est le consentement mutuel. La négociation des deux ou des quelques partenaires en présence sur les actes possibles. J'ai vu récemment dans la rue une publicité pour le premier réseau social pour l'amour à plusieurs. C'est la promotion des partous en ligne, voilà, dans la rue. Voilà.
plus personne ne s'offusque. Hein. Bon. Dans quelques années, il y aura le premier site de rencontre entre adolescents et adultes. Voilà. C'est par petits pas, comme ça. Voilà. Alors, pour faire tout ça, eh bien, il va falloir, pour déconstruire, donc détruire, hein, parce que déconstruire, on détruit, hein, on est d'accord ? Voilà. Il va falloir quand même arracher l'enfant à ses parents, puisque comme ses parents sont formatés dans l'ancien monde, hein, ils sont complètement aliénés, en fait, hein. Pour les théoriciens du genre, nous sommes complètement aliénés. Donc il va falloir extraire les enfants de leurs parents le plus petit, dès le plus jeune âge, pour que le monde du genre soit normal pour eux, devienne naturel. Et donc, ça va se traduire donc, à l'école, dans les médias, dans les films, dans toute la culture, on va le voir. Alors nous sommes entrés dans cette société du genre avec la loi Taubira, qui a modifié la définition du mariage, et qui donc l'a permis pour deux personnes de même sexe, ainsi que l'adoption plénière d'un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant pourra avoir sur son acte de naissance né de Pierre et Paul, né de Marie et Laure. Voilà. Madame Taubira a dit que c'est une réforme de civilisation. Effectivement, ils ont d'un coup de loi balayé des centaines d'années d'institution du mariage. Ça, c'est un livre conseillé à l'école, vous voyez, par le principal syndicat d'enseignants du primaire. Donc montrer toutes les compositions familiales aux enfants, avec enfants, sans enfants, avec 2 parents, 3, 4, voilà. Il n'y a pas de raison qu'on s'arrête à 2 personnes, puisque le mariage, c'est pas fait pour sceller un amour, normalement, c'est fait pour fonder une famille. Mais maintenant, on nous a dit, c'est pour sceller un amour. Dans ce cas-là, on peut être 3, 4, 5. Au Brésil, il y a déjà des trouples. Voilà. Un mariage à 3. Et puis la suite, c'est la procréation médicalement assistée pour les femmes célibataires et les couples, les duos de femmes, en vertu du principe d'égalité. C'est d'ailleurs dans le programme de plusieurs candidats aux élections présidentielles. La gestation par autrui, donc un enfant est acheté comme un produit de consommation. Vous pouvez faire un devis sur Internet, entre 50 000 et 100 000 $ selon les lieux. Ce sont les femmes pauvres qui sont exploitées. C'est le nouvel esclavage moderne. Ah, mais on vous dit, mais il n'y a pas de lien entre l'enfant et la mère. Non, la mère a porté l'enfant 9 mois, mais non, l'enfant, pas de lien. C'est juste un ventre. Et puis la grossesse pour tous. Voilà. Vous avez déjà, donc là, c'est une femme, une personne de sexe féminin, qui se dit homme, et donc qui, avec les lois justice, pourra se dire homme et avoir sur sa carte identité sexe masculin, et donc qui a un enfant, et qui fera appeler son enfant, l'appellera père, papa. Vous imaginez l'enfant, les dégâts psychologiques que ça va lui causer. Voilà. C'est pas possible qu'il n'y ait pas d'impact. Alors, je vais prendre quelques petites minutes quand même pour qu'on réfléchisse un petit peu ensemble sur l'homme et la femme. C'est la même chose, c'est pas la même chose, c'est complémentaire. On nous dit c'est pas complémentaire. Alors, l'homme et la femme sont 2 êtres sexués. Et l'humanité est complète en présence de l'homme et de la femme. Toutes nos cellules sont sexuées. 30% des gènes s'expriment toujours différemment selon le sexe dans chacune des 60 000 milliards de nos cellules. Le sexe est une dimension de la personne. C'est pas juste les organes génitaux, hein, c'est toute notre personne. C'est pas comme la couleur des cheveux. Il y a 3 dimensions dans la personne humaine, le physique, le psychique et le spirituel, qui est le siège de l'intelligence et de la volonté. Alors je vous rassure tout de suite, le QI moyen de la femme est le même que le QI moyen de l'homme. Personne n'en avait douté, mais bon, quand même, je le dis. Alors il y a une différence physique, je pense que vous la constatez, vous la connaissez, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc une complémentarité physique des corps, et il est bon de la rappeler. Une complémentarité psychique et spirituelle. L'homme et la femme n'ont pas la même façon de voir les choses, pas la même façon d'appréhender une situation, de réagir face au stress. Il n'y a qu'à voir le succès de la pièce Les hommes viennent de Mars et femmes de Vénus pour voir que ça, quand même, les gens se reconnaissent pas mal dans tout ça, même si c'est assez caricatural. Voilà. Donc il y a une complémentarité physique, psychique et spirituelle. Et cette complémentarité est bénéfique à la société tout entière, qui en devient plus humaine.
Et c'est pourquoi il est important et bénéfique que les femmes puissent travailler et avoir une vie de famille si elles le souhaitent, mais important aussi de reconnaître la valeur essentielle du travail des femmes qui choisissent de rester au foyer pour s'occuper de leurs enfants. Et cette complémentarité homme-femme est bénéfique à l'homme et à la femme. Alors les théoriciens du genre vous disent « Mais non, nous sommes tous différents. Et il y a plus de différences entre deux hommes et deux femmes qu'ils peuvent être plus différents qu'un homme et une femme. » Alors il est vrai que nos différences de talent, de compétences, de qualité nous enrichissent tous. Et en ce sens, nous sommes tous complémentaires. Mais la différence sexuée est structurante, puisque le sexe est une dimension de notre être. Elle n'est pas du même ordre qu'une différence de talent ou de qualité. Autrement dit, un homme ne peut pas apporter à un autre homme tout ce qu'une femme peut lui apporter. De même, et vice-versa. De même, le père et la mère n'ont pas le même rôle par rapport à l'enfant. Le rôle du père étant notamment d'émanciper l'enfant du cocon maternel qui perdure au-delà des 9 mois de gestation. Mais au-delà de la complémentarité homme-femme, il y a une réciprocité entre l'homme et la femme. C'est l'homme qui permet à la femme de révéler pleinement sa féminité en la mettant au service de l'homme, et la femme permet à l'homme de révéler pleinement sa masculinité en la mettant au service de la femme. Et donc l'homme permet à la femme de s'accomplir pleinement, et la femme permet à l'homme de s'accomplir pleinement. En résumé, l'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre et se révèlent l'un par l'autre. Telle est la réciprocité entre l'homme et la femme. Je reviens rapidement sur la complémentarité. Il y a plein d'études scientifiques. Les neurosciences font des progrès extraordinaires ces derniers temps et elles confirment des différences innées entre l'homme et la femme qui influent sur nos capacités cognitives de la connaissance, sur le comportement et sur nos centres d'intérêt. Ces différences sont liées essentiellement, pour beaucoup, à différences hormonales, la fameuse testostérone. Il y a 2 pics de testostérone chez l'homme à la période fœtale et à l'adolescence. Et donc pendant la période fœtale, eh bien, le cerveau du garçon se développe différemment du cerveau de la fille. Et il y a des différences innées. Par exemple, un petit enfant à la naissance, vous lui montrez un visage ou un objet en mouvement, eh bien, les petites filles vont regarder plus longtemps le visage et les petits garçons plus longtemps l'objet en mouvement. Je vous invite à aller voir sur le site de Vigigender des vidéos du CNRS qui sont très très bien faites sur le sujet. Au-delà de ces différences, on va dire, physiologiques qui ont un impact sur notre comportement, il y a des différences de centre d'intérêt. Un Américain a fait une étude en posant la question par Internet dans quel secteur d'activité aimeriez-vous travailler si vous n'aviez aucune contrainte de salaire, de lieu, etc. Qu'est-ce qui vous attirerait? Il y a eu 200 000 réponses sur 53 pays. Les résultats étaient identiques dans les 53 pays. Tous les hommes ont dit qu'ils étaient plus intéressés par les domaines orientés vers la compréhension du monde, des systèmes, l'ingénierie, la mécanique, la construction. Toutes les femmes ont répondu qu'elles étaient intéressées par les domaines de réussite auprès des personnes, c'est-à-dire en lien avec des personnes. Donc si la culture avait une telle influence sur nos choix de métier, on aurait eu des réponses différentes en fonction des pays. Eh bien non. Et en fait, ces différences sont liées à une différence au niveau du cerveau et notamment de la testostérone. Alors évidemment, il est important d'ouvrir toutes les filières aux garçons et aux filles, évidemment, et de ne pas dissuader les filles d'aller dans une filière scientifique. Mais avoir pour objectif 40% d'hommes ou de femmes dans chaque métier est une aberration. Mettre des quotas pour nommer des femmes, moi je trouve que c'est une humiliation faite à la femme. On n'est pas capable d'y aller toute seule, voilà. Donc une femme qui est nommée à des hauts postes, elle ne sait pas si elle est nommée pour sa jupe ou pour sa compétence. Voilà. C'est une humiliation faite à l'homme aussi. Et ça augmente la lutte des sexes. Je ne sais pas si dans votre entreprise, ça commence un peu à friter, hein, mais enfin moi j'en connais. Hein. Voilà, où c'est tendu entre les hommes et les femmes. Il y aura toujours des domaines professionnels où il y aura plus de femmes et d'autres où il y aura plus d'hommes, quoi qu'on fasse. Au-delà des centres d'intérêt, il y a des différences d'aspiration naturelle entre l'homme et la femme. Je vais appeler ça des différences de cœur. Il y a un cœur masculin et il y a un cœur féminin. Si on faisait l'exercice, on n'a pas le temps, j'ai fait déjà plusieurs fois avec des groupes, hommes-femmes séparés, et je vous pose la question, quelles sont vos aspirations profondes? Qu'est-ce qui vous fait bouger? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin avec joie? Qu'est-ce qui vous attire vraiment? Alors on a toutes la même aspiration commune, aimer et être aimé. C'est la plus fondamentale, la plus nécessaire, et sans elle, nous ne pouvons pas vivre. Nous sommes faits pour l'amour. Après, les hommes, quelles sont leurs aspirations? Explorer, construire, conquérir. Ils aspirent au combat pour défendre les autres, pour rétablir la justice. Il aspire à mettre sa force au service des autres pour les protéger, en particulier la femme et l'enfant,
à assurer de bonnes conditions de vie aux autres. La femme, je vais laisser Bérénice Levet répondre. Elle a écrit La théorie du genre ou Le monde rêvé des anges après que son neveu est rentré de l'école avec un livre prônant l'idéologie du genre. C'est une philosophe, c'est le meilleur essai sur le sujet. Même Le Monde a dit que quand même elle posait des bonnes questions. Et donc Bérénice Levet dit « Si le souci de l'apparence, de la beauté, l'amour, la maternité demeurent les prérogatives de la femme, ce n'est pas par aliénation à une société patriarcale machiste qui la rendrait étrangère à elle-même, mais au contraire parce qu'elle s'y reconnaît. Se parer, plaire, séduire, aimer, donner la vie continue de faire sens pour la condition féminine. Oui, la femme aspire à prendre soin de la qualité de la vie, en particulier à prendre soin du corps, au bien-être des personnes qui l'entourent. Elle prend soin de la qualité des relations humaines entre les personnes. Et cette aspiration de la femme est cohérente avec ce que dit son corps. Son corps qui se fait offrande pour accueillir l'homme. Son corps qui se fait offrande pour permettre la vie d'un nouvel être. Son corps qui est offrande pour nourrir de son lait ce nouvel être. Tout le corps de la femme est à la fois accueil et don, signe de l'amour. Le désir des femmes de recevoir et de donner de l'amour est inscrit dans leur corps. La force de l'homme rassure la femme et permet à son cœur de s'épanouir. En recherchant la femme, l'homme met en relief sa beauté et lui donne confiance en elle. La beauté de la femme incite l'homme à mettre sa force à son service pour la protéger. La femme va aider l'homme à exprimer ses sentiments, à développer ce sens de la personne, à développer les gestes de bonté et d'attention envers les autres. Et l'homme va aider la femme à canaliser son affectivité, ses émotions. Ainsi, les désirs du cœur masculin répondent admirablement aux désirs du cœur féminin et vice-versa. L'homme et la femme s'enrichissent mutuellement. Pour autant, pour ça, il faut accueillir ces différences. Si on ne les accueille pas, eh bien, on tombe dans la domination mutuelle. C'est l'histoire de l'homme et de la femme depuis le début de l'humanité. Donc c'est un travail de tous les jours pour s'ajuster, pour accueillir l'autre tel qu'il est. Voilà. Et c'est cet enrichissement mutuel qui fera vraiment jaillir la joie. Alors nous sommes nature et culture. Notre corps, c'est nous. Nous naissons hommes ou femmes et nous devenons hommes ou femmes. Notre corps exprime toute notre personne avec son mystère et sa singularité. La nature veut dire ce qui nous définit et nous met en chemin vers un accomplissement. Se demander si un comportement est naturel, c'est se demander, répond-il aux attentes de notre nature? Répond-il aux besoins de mon cœur? Est-il l'expression de ce qui fait grandir et devenir pleinement homme? C'est la culture qui résulte d'une action des hommes qui permet de faire advenir le sens de la nature, qui permet que la nature s'accomplisse. La culture peut renforcer ou atténuer la nature, mais ne peut pas l'effacer. Tout ce qu'on reçoit a un impact sur notre cerveau et donc sur nos comportements, nos capacités, mais les différences naturelles ne peuvent pas être effacées. Et c'est ça le drame avec l'idéologie du genre, c'est qu'elle veut tordre le cou aux différences naturelles, elle veut essayer d'effacer la nature et donc ça fait des dégâts psychologiques considérables chez les personnes et beaucoup de désespoir. On ne sait plus qui on est. Juste un exemple, si à la préhistoire, la société préhistorique avait décidé que c'était aux femmes d'aller faire la chasse, eh bien en fait on ne serait pas là pour en parler ce soir, parce qu'il n'y avait pas de lait en poudre à l'époque. Voilà. Donc il y a un moment où la nature, il faut la prendre en compte. Voilà, je vous donne un exemple très basique pour comprendre. Toutes ces aspirations du cœur de l'homme et de la femme sont étouffées par la société, par le féminisme radical et le lobby LGBT qui règne en maître pour déconstruire l'altérité sexuelle. Les hommes sont féminisés, il faut qu'ils soient doux, il faut qu'ils s'effacent, il faut qu'ils soient pleins de compassion, il ne faut surtout pas qu'ils soient virils. La femme est masculinisée, on fait d'elle un homme comme les autres, il faut qu'elle soit compétitive, productive à l'économie, carriériste, et surtout qu'elle n'ait pas ou peu d'enfants. En réalité, la société actuelle tue le cœur de la femme. Elle l'ampute en quelque sorte. Le vrai féminisme, ça serait de faire en sorte que la femme puisse allier féminité et maternité. Quelle souffrance chez les femmes qui arrivent à 45 ans et qui ne connaissent pas l'amour et n'ont pas d'enfants. Car elles se sont engagées totalement dans leur carrière pour être indépendantes, ne laissant aucune place à l'homme. La pression sociale issue du féminisme radical est une violence morale inouïe faite aux femmes. Quelle souffrance aussi chez les hommes qui ne sont pas accueillis par la femme car elle veut être toute puissante.
Les hommes qui se voient contraints de mettre leur virilité au placard pour jouer à la maman, sinon ils sont montrés du doigt. Quelle souffrance chez les garçons à l'école, qui ont plus de difficultés que les filles, et pour autant, on ne fait rien pour les aider davantage. Comme ça, un petit garçon qui sortait de la journée du 8 mars il y a quelques années, sa maman va le chercher à l'école et elle lui pose la question habituelle, alors c'est bien passé ta journée? Non mais c'est bon maman, je le sais, la femme est plus intelligente que l'homme. Voilà. Il y en a marre quoi, on les écrase. À l'école, les garçons sont écrasés par les filles. Et les féministes radicales, c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent que la femme prenne toute la place. Donc les garçons les écrasent. Voilà. Plutôt que d'alimenter la lutte des sexes, nous avons chacun, hommes et femmes, à accueillir ce que nous sommes pour permettre à l'autre sexe de mettre ses forces au service de nos manques, de nos fragilités. Ainsi, on permet à l'autre de s'accomplir, de se trouver, car en donnant sa force pour prendre soin de nous, il est. Il se sent utile, il s'accomplit. Car l'être humain ne s'accomplit vraiment que dans le don de lui-même. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va lutter contre les stéréotypes auprès des enfants petits? Eh bien, on va priver l'enfant des repères nécessaires pour se construire. Si l'enfant n'est plus alimenté des ingrédients nécessaires à définir son identité, à la raison qu'il demeure libre de le faire, il en est de fait dépouillé de son identité. C'est Christian Fabini, pédopsychiatre. Si une petite fille arrive en robe de princesse en tournoyant auprès de son papa, pourquoi? Elle va avoir une réponse à la question qui la hante, une question identitaire que toutes les petites filles se posent. Suis-je aimable? Suis-je belle? Tu es belle, ma princesse, dira son père. Tu mérites qu'on se batte pour toi. Petit garçon qui arrive avec une épée pour battre son père. Suis-je fort? Suis-je comme mon père? Voilà la question qui le hante, parce qu'il vous s'identifie à son père. Tu es fort, tu vas pouvoir sauver le monde des méchants. Si son père dit, allez, c'est bon, les stéréotypes, là, on arrête. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à l'adolescence, en fait, les questions identitaires ne seront pas évacuées. Et les stéréotypes vont reprendre de plus belle. La fille adolescente, qu'est-ce qu'elle ira faire? Elle ira chercher la réponse à sa question « suis-je aimable ?» en s'habillant de manière sexy, en s'étalant sur Facebook, en allant chercher la réponse auprès des garçons, en multipliant les expériences. Le garçon adolescent, d'autant plus que maintenant il a de moins en moins le droit de dire et d'exprimer sa virilité aujourd'hui, il ira chercher la réponse à sa question « suis-je fort ?» dans la musculation, la violence, les jeux vidéo violents, la pornographie, et j'ose même dire le djihadisme. L'ensemble des deux, c'est une augmentation des violences envers les femmes, une augmentation des violences sexuelles. Donc la politique menée aujourd'hui d'égalité homme-femme pour lutter contre les violences sexuelles, où on veut indifférencier les hommes et les femmes, en fait, c'est tout le contraire qu'il faut faire. On va dans le mur. Plus on efface les différences entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles, plus les différences physiques, qui sont les seules qui restent. Un garçon n'a pas envie d'être une fille, et vice-versa. Donc on va s'accrocher à nos différences physiques et on va les exalter, on va les exacerber. Et le corps va être exacerbé, et la somme des deux, ça va être augmentation des violences sexuelles. Et on va voir ce qui va se passer dans les années qui vont venir. Il faut faire tout le contraire. Il faut redonner aux garçons la fierté d'être garçons, leur permettre d'exprimer leur virilité dans des activités physiques un peu exigeantes, leur donner le goût de mettre leur force au service des autres pour les protéger, notamment protéger la dignité de la jeune fille sans crier au sexisme. Permettre aux filles de laisser leur désir féminin s'exprimer, en particulier leur désir de la maternité, aujourd'hui enfoui sous les pressions qu'elles subissent pour faire d'elles un homme comme les autres. Alors après cette première partie, on va souffler un petit peu, on va prendre un petit temps de pause pour rigoler un peu, parce que la deuxième partie est encore pire. Voilà.